Salut, c'est Christophe Dupuis sur 1001libraire.com pour le Frelon Noir, la mensuelle polar. Au sommaire de ce troisième numéro, toujours de la diversité, avec deux longues interviews au programme. Craig McDonald, qui était de passage à Paris et qui revient sur les aventures d'Hector Lassiter. Sans vous dévoiler ce qui va se passer, l'intérêt, nous apprend-il, c'est qu'il y a déjà 8 épisodes d'écrits et peut-être même un 9e à venir. C'est une bonne chose. Et la deuxième interview, Régis Descott, pour son thriller futuriste, L'année du rat, dont je vous conseille la lecture. Voilà, donc laissez-vous bercer par Craig McDonald et Régis Descott et ayez une petite pensée émue car vous n'entendrez pas l'interview de Megan Abbott. Je remercie ici particulièrement la SNCF qui m'a fait arriver avec 3 heures de retard et louper mon interview. Alors en attendant, place au roman noir, Craig McDonald, Régis Descott et vive la diversité du genre. Bien, nous sommes maintenant avec Craig McDonald pour la sortie de son dernier livre On ne meurt qu'une fois. Les propos seront traduits par Svetlana Pironko, que je remercie au passage. Donc, Craig McDonald, on commence à vous connaître en France. C'est votre 3e livre. Vous êtes journaliste, éditeur, auteur. Vous avez une vie qui tournait autour du livre et de l'écrit. Quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer dans le roman policier et d'où est né et quand, si c'est possible, ce personnage si particulier d'Hector Lassiter? Craig, your name is becoming to be well known in France. Your third novel just came out. You are a journalist, writer, an editor, and your books are a lot about writing and writers, and we are wondering how you created the character of Hector Lassiter, and when did you start writing novels featuring this character? I wrote a short story with Hector Lassiter for an online magazine. J'ai écrit une nouvelle avec le personnage de Hector Lassiter pour un magazine web. It was called The Last Interview, and it's been published in a special edition that's out with the book. Ça s'appelait La dernière interview, et la nouvelle a été traduite et publiée en même temps que le roman qui vient de paraître, On ne meurt qu'une fois. But then I started writing a novel about the theft of Pancho Villa's head, and I realized Hector would be the perfect character to carry that story, so I began to write the novel Head Games as a single novel. Et ensuite, j'ai commencé à écrire un roman autour de l'histoire du vol de la tête de Pancho Villa. Et j'ai pensé que Hector Lassiter serait un personnage parfait pour participer à cette histoire d'une quête folle. À ce moment-là, je pensais n'écrire qu'un seul roman. And in that first novel, I had him being interviewed by a man named Bud Fisk, a young poet who's writing an article about Hector, which set out a biography. And so then I realized I could write more novels building around that small biography I'd created. And I saw it as an 8-book cycle. And Hector was partly inspired by James Crumley, who wrote The Last Good Kiss. Et dans ce premier roman, Hector était interviewé par un jeune journaliste qui s'appelait Bud Fisk. Et lorsque j'ai créé ce personnage qui devait écrire une biographie de Hector Lassiter, je me suis dit qu'en fait j'avais assez de choses à dire sur lui et qu'il y avait assez de matière pour écrire un cycle de romans avec Hector comme personnage principal. Et en fait, j'en ai écrit 8.
Hector est une personne qui vit ce qu'il écrit. Ses livres sont menés tambour battant. Sa grande maxime, c'est je vis ce que j'écris et j'écris ce que je vis. Et vous, vous êtes plutôt calme dans la vie ou vous êtes plutôt Hector Lassiter? Hector Lassiter writes what he lives and lives what he writes, and all your books are quite pacey. So, are you quiet man, or are you more of the Lassiter kind yourself? It's always disappointing when people want you to be your character or think you're modeling it heavily on yourself. C'est toujours un peu décevant quand les gens pensent que vous créez un personnage en vous basant sur votre propre personnalité. Non, l'idée c'était pas de se. But having said that, Cela dit, Hector was more of a fictional character for me in the first book. And somewhere in writing the second book, I started to see as our ages came closer together, and now as I'm published and sort of living the life I imagined for him, there is a blurring. Au début, Hector était complètement un personnage de fiction, mais au fur et à mesure que j'écrivais des livres sur lui, et particulièrement dans les romans où nos âges sont proches, la frontière s'est effacée un petit peu. Someone said, "Be careful what you dream, because your dreams will start dreaming you." Quelqu'un a dit attention à vos rêves peuvent commencer à rêver de vous. But I haven't killed anyone. Mais je n'ai tué personne. Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est comme les gens qui font de l'espionnage et qui disent qu'ils sont pas espions. Quoi. Ça, c'est. It's like people who spies and say they aren't. Yes. Donc dans vos livres, donc il y a ce personnage d'Hector qui est extrêmement sympathique. Et puis derrière, il y a des écrivains célèbres. Il y a Hemingway, on le retrouve particulièrement dans le dernier sorti en France. Il y a des acteurs, il y a des réalisateurs. Alors comment on fait pour écrire une fiction avec tous ces personnages dont l'histoire est écrite, voilà, comment est-ce que ça donne une contrainte particulière ou pas? Hector is a fictional character and he's a very attractive character, and around him we find in your novels other writers and film directors, actresses and actors. Their stories are known and written, and is it an additional difficulty to write about people whose lives are already pretty well known? Yes. I try to use parts of their lives where there are voids in the biographies or the history. I look for holes that I can go in and fill in. And Hemingway has certain parts of his life that are not known and recorded heavily, for instance, and Orson Welles as well. Oui, c'est une difficulté supplémentaire, bien sûr. J'essaie de trouver des trous, pour ainsi dire, dans les biographies des gens célèbres qui deviennent personnages de mes romans. Il y a des zones d'ombre ou des épisodes dans la vie de Hemingway, par exemple, qui ne sont pas très connus, et donc j'essaie d'utiliser ces zones d'ombre pour créer ma fiction. But I really only need those people to have small portions of their life available to me. So I try not to have anything done that would be out of character for them. I try to have them where they would be in time. But, you know, they're supporting characters, so I don't really have to worry about the span of their life in that sense. Mais puisqu'ils ne sont que des personnages secondaires, je n'ai pas besoin en fait d'utiliser toute leur vie. J'ai besoin d'eux à un moment donné de leur vie, à une époque particulière. Et j'essaie surtout de les rendre fidèles, de rendre les personnages de ces gens-là fidèles à ce qu'ils ont été réellement.
Vous allez devenir... nous, on n'en a lu que 3 en France pour l'instant. Je ne sais pas avec qui se passent les autres livres que vous avez écrits, mais en tout cas, Hemingway est extrêmement présent, dans le dernier aussi. Donc, vous allez bientôt pouvoir écrire votre biographie sur Hemingway si ça continue. So we have read so far 3 of your novels. We don't know what the 4th one will be about, but we can already say that Hemingway is a very important character in your books, particularly in the latest published in France. Excusez-moi, vous pouvez me... Mais il va pouvoir écrire sa biographie You would be probably able by now to write Hemingway's biography. I became fascinated with Hemingway very young, and I've read virtually all the biographies. I probably have 300 to 400 books about Hemingway that I've read over years, so it's all... I'm so marinated in it that I don't really need to go research it. And you're probably right, I probably could do that. Ma fascination avec Hemingway a commencé quand j'étais très jeune. J'ai lu probablement entre 300 et 400 livres sur lui et j'en ai la plupart. Mais je connais ce personnage si bien maintenant que je n'ai même plus besoin de faire de recherche sur lui. Et oui, probablement, je serais capable d'écrire une biographie moi-même. Excusez-moi. Une des grandes maximes d'Hector est l'homme doit découvrir ce qu'il aime et laisser cette chose le tuer. Alors ça, j'avoue que c'est une phrase, quand on dit ça, on se dit, waouh, ça c'est une belle phrase. Alors est-ce que vous avez trouvé ce que vous aimiez? One of Hector's striking sentences is the man must find what he loves and let it kill him. Did you find what you love? Did I? Yes. Well, writing might well kill me at some point, and all of the things that go along with it. That's actually a line that's been around. It's not something he created, but it does embody a part of his character. I mean, he believes in living strongly, and he's a man who chases sensation. I don't that much. No one has the liver for that. Oui, peut-être, mais vous savez, c'est une phrase qui n'est pas de Hector Lassiter. Quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, avant que je n'ai créé ce personnage. Je pense qu'il faut avoir les reins et le foie solides pour suivre cette maxime dans la vie. Ouais, bah là, on sent bien l'influence de James Cromley. Ah. Can feel the influence of James Cromley. Yes. C'est marrant, depuis que vous me l'avez dit, j'arrête pas de mettre des images de Cromley sur Lassiter. Since you told me that Cromley inspired Hector Lassiter's character, I just keep having these images, comparing images of Cromley with images of Lassiter. Yeah. En parlant non pas de James Cromley, mais de Hector, dans le dernier roman, On ne meurt qu'une fois, on voit un Hector assez vieillissant, qui justement, on revient un petit peu sur James Cromley, fait assez dernier des grands dinosaures, comme on a pu le dire à propos de Ross MacDonald ou de grands auteurs de romans. Alors, c'est un livre qui est plus calme. Comment vous l'avez abordé, celui-ci? Est-ce que c'était plus reposant d'écrire un livre avec Hector vieillissant So in the latest novel, Hector is aging, and he's quieter than in the previous ones. And yes, we can imagine an aging James Cromley behind him. So was it easier to write this quieter, aging Hector compared to the novels where he's very much in the action, and he in this latest novel
He reminds of all this, as we call them, the last of the great dinosaurs, a bit Right. like Ross MacDonald. Yes, it's harder to plot for a 67-year-old man. This is the book in which he's about as old as we'll see him. He might be a little older at some point. And in the next book after this, he's the youngest. He's 24, so I've gone from one extreme to the other. And when he's 24, you can be more plot-driven, and it can be more foot-to-the-floor kind of action. With this, you have to be cognizant of his age, or else you end up with... There are mystery writers who write the same character for a period of years, and you know that character has to be 80 years old, but he's still doing what he was doing when he was 30. And so that was a challenge. Oui, c'était un défi en quelque sorte, parce que Hector a 67 ans dans ce roman. Donc c'est pratiquement l'âge où il approche de la fin. On le verra peut-être un petit peu plus vieux dans un autre roman, mais voilà, il est à la fin de sa vie. Dans le livre suivant, qui va paraître l'année prochaine en France, il a 24 ans, donc c'est tout le contraire. Et donc là, il faut l'écrire le pied au plancher. Et dans On ne meurt qu'une fois, il faut tenir compte, dans l'action, il faut tenir compte de l'âge du personnage. Vous savez, comme il y a des séries avec le même personnage, avec un personnage récurrent, où l'action se passe pendant plusieurs années, et le personnage, on a l'impression qu'il a toujours le même âge, il n'a pas vie. Donc moi, je ne voulais pas écrire le même personnage, le même roman à chaque fois. Et vous préférez écrire des romans musclés avec Hector jeune et dynamique, ou plutôt des romans calmes comme ce dernier? Do you prefer to write novels with young Hector, very, full of action, dynamic, or novels with an aging, quieter Hector? The thing that makes it hard for me to read a lot of crime fiction is the fact that there is a sameness book to book, and one of the things I wanted to do with the series was have each book be different in tone and feel. Ce qui me pose problème souvent dans les séries de polar, c'est que parfois on a l'impression que l'auteur écrit le même livre à chaque fois. Et moi, j'ai essayé d'éviter ce piège et d'écrire des livres totalement différents. So I tried to thwart expectations and go from one book to an unexpected place in the next, and write him old in one book and the next he'll be young. The young Hector is more interesting to write in a sense, because as he gets older, he's trying to live up to the image he's created for himself. So when he's younger, anything goes. Alors, j'essaie d'écrire des romans différents pour tromper l'attente, pour écrire quelque chose que le lecteur n'attend pas forcément de moi. Je pense qu'il est probablement plus intéressant d'écrire Hector Lassiter jeune, non seulement parce qu'il est plus dans l'action, mais aussi parce que Hector vieillissant est en quelque sorte obligé de vivre, de correspondre au personnage de lui qu'il a lui-même créé au long des années. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Moi, j'aime bien ce personnage d'Hector quand il est jeune et tout. C'est très très bien. Mais le dernier, contemplatif aussi. Est-ce qu'on aura le droit à un épisode qui se passera en France? Parce que vous en parlez un petit peu, je ne sais plus dans lequel, du passage en France d'Hector. Donc on se demande, non pas que je préfère lire des livres qui se passent chez moi, bien au contraire, mais voilà, est-ce qu'on aura le droit à un petit passage So are we going to read a novel one of these days that would be set in France?
France, because we know that Hector spent some time in France. He mentioned it here and there. So I'm not necessarily, I don't necessarily like reading books set in France, but I'm just curious, is it going to happen? Fourth book is out in the States, and Belfond will publish that. It's called One True Sentence in the States, and it's set here, right here, in this area of Paris, in 1 week in 1924. And Hector lives in the Rue Vavin, and Hemingway is living behind here, over there, and this is going to depict them early in their career, and this is the book in which Hector becomes Hector as we know him. Le quatrième roman qui est sorti aux États-Unis en février, qui s'appelle en anglais One True Sentence, il se passe à Paris, non seulement à Paris, mais dans le quartier où nous nous trouvons, à Montparnasse. Et Hector a 24 ans. Hemingway est très jeune aussi. Hector habite rue Vavin et Hemingway rue Notre-Dame-des-Champs. Et ça va littéralement se passer dans ce quartier pendant une période de temps assez courte, en 1924. It was a book I wrote after Rhapsody in Noir, Toros and Torsos, and they were meant to be sort of companion books in a way. C'est un livre que j'ai écrit après le numéro 2 de la série qui s'appelait Toros and Torsos en anglais et Rhapsody en noir en français. Et il devait en fait être publié l'un après l'autre. Pour vous retrouver, dernière question par rapport à toutes ces dates justement dans la vie d'Hector. Est-ce que sur votre bureau vous avez une date, il a fait ça à tel moment, il a fait ça à tel moment, pour éviter à un moment donné de vous perdre ou The time frame is quite complex in the series. So, do you have a kind of map in your office with all the details of his life and time frame? In the first book, there was the article that was in the magazine that kind of laid out sort of his life up to a point. And by the third, after I finished the one set in Paris, I realized it was starting to all get complicated enough I needed to know. So I did sit down and create a timeline that shows which woman he was married to and how long, what car he drove in a certain year. And I do have a master chronology, so I don't trip, I hope. Quand j'ai écrit le premier, il y avait un article de magazine dans le livre sur la vie de Hector, donc j'avais déjà une certaine idée de sa biographie, mais après avoir écrit le troisième où Hector est jeune, donc ce sera le quatrième en France, où Hector est jeune, je me suis rendu compte que je devais vraiment avoir un tableau, un graphique pour savoir à qui il était marié à tel moment ou tel autre, quelle voiture il conduisait, etc., où il habitait, etc. Et pour ne pas être perdu. Et pour terminer, est-ce que vous voyez écrire des livres sans Hector? Est-ce que vous ne seriez pas perdu? And the last question, do you plan to write books without Hector? Wouldn't you feel lost without him? I've written several books that aren't published prior to writing the Hector books, and I've written standalones after, and I should have a standalone later this year, but what is hard is when I go back to edit the books, the Hector books. They're all written already. I wrote 8. His voice gets in your head, and it's very hard to lose his world. He's very demanding. J'ai écrit quelques romans dans lesquels Hector ne figure pas avant d'avoir commencé à écrire cette série. Et j'ai d'ailleurs un roman qui va être publié aux États-Unis à l'automne, sans Hector. C'est vrai que comme la série est écrite, les 8 romans sont maintenant terminés,
Je n'y reviens que quand j'ai besoin de les éditer. Après, c'est très difficile de se débarrasser de la voix de Hector, parce que c'est une voix qui a une tendance à rester dans ma tête. Je ne vais pas arriver à finir, parce que j'ai toujours des questions à poser. Et vous dites 8, alors qu'aux États-Unis, il n'y a que le 4e qui vient de sortir. Alors, donc ça veut dire que vous en avez beaucoup d'avance. Il y a des tiroirs pleins d'Hector. So you have written 8 novels so far. Only 4 came out in the States, so you have another 4 in the drawer. Yes. Yeah. The master plan would be to essentially explore his entire life and the arc of his life, and hopefully, if I've done everything correctly, it will all fit together, even though we will move around in time and jump back and forth. But a lot of this is just about Hector and his journey as a writer and a public figure. And the great tragedy of Hemingway was he created an image he couldn't sustain. And Hector will become to see that he started to do that with the man who lives what he writes and writes what he lives. And it's a question of whether he will follow that to a tragic end like Hemingway or do something unexpected but needed for his survival. Oui, il y a encore 4 romans qui sont écrits mais pas encore publiés. Dans l'idéal, j'espère que ils seront tous publiés parce que, comme vous savez, le cycle n'est pas chronologique. C'est une façon différente de construire un personnage. J'espère que si le cycle entier est publié, les lecteurs verront enfin la personnalité de Hector dans toute sa complexité. Et vous savez, le drame de Hemingway c'est qu'il a créé une image de lui-même qui était trop difficile à vivre pour lui-même à un moment donné, et ça s'est terminé en tragédie. Et Hector comprend ça en voyant l'exemple de son ami à un moment donné dans sa vie. Et on verra donc ce qui se passe pour lui. Il a cette réputation d'être l'homme qui vit ce qu'il écrit et écrit ce qu'il vit. Et on verra donc s'il arrive à y échapper ou si sa vie se terminerait en tragédie également. Je trouve que c'est une belle conclusion. Ça nous laisse du temps à lire, savoir comment ça va se terminer. Merci Craig McDonald, merci Zvetana Pironko pour la traduction. Nous voici avec Régis Lescott à propos de son dernier livre, L'année du rat. Bon Régis, on commence par une mauvaise blague, mais niveau communication, ton livre sort un peu après le Nouvel An chinois, c'est parfait, mais cette année c'est pas l'année du rat, c'est l'année du lapin, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage, hein. L'année du lapin, oui, on aurait pu imaginer une couve avec le logo de Playboy, mais ça aurait fait interview de Hugh Hefner, donc c'était pas terrible. Donc on est resté sur l'année du rat. Bon. C'est une bonne chose. 2 romans contemporains qui traitent de la folie, un roman historique sur le même sujet, et aujourd'hui un thriller légèrement futuriste. C'est quoi? On peut dire que t'aimes pas la routine, c'est l'envie de surprendre le lecteur C'est l'envie d'aller où je veux surtout. Ce livre est né d'un rêve. J'ai fait un rêve il y a bien 4 ans maintenant. Je me suis réveillé assez terrifié, parce que c'était plutôt d'un cauchemar. Et j'ai pris ce rêve comme une sorte de cadeau que me faisait mon inconscient, parce que ça faisait un moment que je voulais changer. J'avais donc écrit 2 thrillers psychiatriques et un polar psychiatrique également qui remontait aux sources de la psychiatrie, qui se passait en 1885. Donc il était beaucoup question de tueurs en série, et je voulais passer à autre chose. Ces rêves, on peut en savoir plus, ou ça reste la part de mystère de création de l'auteur? Alors, je me suis réveillé avec une image, en réalité, juste une image. Donc, je ne sais pas ce qui se passait avant, et à force, je ne sais pas ce qui se passait après non plus. Il s'agissait d'un homme avec une tête de rat. Et donc, ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai décidé de
de faire des recherches dans le domaine de la manipulation génétique. En parlant d'image, justement, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est la couverture qui n'est pas anodine. Alors, comment ça s'est fait, cette couverture? Ça a été toute une histoire, ça, la couverture. J'ai cherché pas mal d'images dans les banques de données, avec l'éditeur. Il n'y a rien qui nous convenait. Puis finalement, j'étais allé à l'exposition des Vanités au musée Mayol. Et j'étais tombé sur cette sculpture qui représente une tête de mort, à laquelle l'artiste avait ajouté des oreilles de Mickey. Et j'avais acheté la carte postale, donc j'avais cette carte postale chez moi, et je l'ai présentée un jour à l'éditeur, en désespoir de cause, et ça a collé. Et depuis, l'artiste, qui s'appelle Nicolas Rubinstein et qui vit à Marseille, et travaille à Marseille, est devenu un copain. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que lui-même avait pas mal étudié sur les rats, il a fait tout un travail autour de Mickey. Son œuvre s'appelle Mickey is also a rat. Et donc on s'est retrouvés, il y a eu une espèce de correspondance entre nos travaux, c'était assez étonnant. Il a lu le livre, je présume? Il a voulu lire le livre sur manuscrit avant de donner son accord. Et comme c'est un grand amateur de littérature policière, de Philippe Cadic, il a tout à fait adhéré et c'est parti. Excellent. Dans ce livre, donc l'année du rat, comme le remarque très bien Chim, qui est un des enquêteurs, tu mets en scène ce qu'on a, entre guillemets, ce qu'on dit l'archétype du flic désabusé, ce qui est quand même une première pour toi jusqu'à présent. Bon, il y a toujours eu des flics, il y a eu cette femme psychiatre qui menait l'enquête, mais voilà, l'archétype du flic désabusé, c'est la première fois que tu le travailles, c'est un hasard, comment ça s'est fait? Je vois Régis froncer les yeux. C'est lui qui l'a écrit, l'archétype du flic désabusé. C'est une citation du livre. Oui, pour moi, le flic, à un moment donné, il est nécessairement désabusé, étant donné ce en quoi il est en contact, ce à quoi il est en contact toute la journée, pendant des années et des années. Cette espèce de misère humaine, de violence, de crimes permanents. Il a une vision de la nature humaine qui ne peut que le conduire à une certaine lassitude, à un regard assez sombre sur la nature humaine. Après une remontée dans le temps, donc avec Obscura, tu explores l'avenir. Donc comment s'est construit le Paris, le centre Pompidou en sanatorium, la tour Pechnard, comment on tire un petit peu ces plans sur la comète pour se dire, voilà le Paris tel que je l'envisage. Le Paris tel que je l'envisage, il correspond à une certaine logique. Donc je décide d'écrire ce livre qui se passe dans quelques années, pour les besoins de l'intrigue, parce qu'il est question de manipulation génétique, et ça peut difficilement se passer aujourd'hui. Ce dont je parle, les manipulations dont je parle, sont possibles. On sait que c'est de l'ordre du possible, les scientifiques sont déjà capables, mais la réalisation, la pratique, il faut attendre quelques années pour ça. Donc, j'ai imaginé une époque post-conflictuelle. Il y a eu une troisième guerre mondiale que j'appelle le troisième conflit, qui a agi comme un accélérateur sur les choses, sur l'environnement. Donc il y a un peu plus de pollution, il y a eu des évolutions, et donc en effet, lié à la pollution, ça m'a amusé de transformer le centre Beaubourg, le centre Pompidou en sanatorium, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, où j'ai travaillé d'ailleurs pour écrire ce roman, où se passe une partie de l'intrigue, puisque mon héros, le lieutenant Chim, habite juste en face. Et avec la pollution, j'ai imaginé un retour au sanatorium d'autrefois. Et donc plutôt que d'envoyer les gens dans les sanatoriums se trouvant dans les montagnes, par exemple, ça m'intéressait de faire des sanatoriums artificiels, des espèces de bulles d'air pur dans la ville, et d'utiliser des lieux connus. Le côté transformation du lieu m'intéresse, c'est-à-dire pour conserver des repères comme le Beaubourg, par exemple, où je parle aussi pas mal du Père-Lachaise, mais que j'ai transformé, qui est plus exactement un cimetière, qui est devenu un marché aux oiseaux et un marché aux fleurs. Donc ça, je trouve ça amusant. Je pense que dans une évolution, tout ne va pas être rasé, tout ne va pas être détruit, mais on va recycler les choses.
Comme ça arrive, par exemple, le musée d'Orsay était une gare autrefois, c'est devenu un musée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout aberrant. Rien ne se perd, tout se transforme. Comment est née la scène sous l'usine de La Hague? Pareil, c'est toujours cette histoire de cohérence du récit. Alors là, il s'agit de nucléaire. Bon, j'ai été rattrapé par l'actualité avec le Japon et Fukushima, mais je pense qu'on touche là les limites de cette énergie, qui peut paraître magique, mais qui comprend des dangers colossaux pour l'humanité, pour l'environnement. Donc ça m'intéressait de créer... J'ai imaginé un attentat à La Hague qui a créé une catastrophe nucléaire, et du coup la zone est devenue totalement invivable, inexploitable. Et on a malgré tout, parce que le génie de la nature humaine y a trouvé une utilité, c'est le stockage de déchets dans ce lieu mort. Alors, est-ce que on est plus à l'aise avec le futur ou dans le cadre d'une reconstitution historique? Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes pour l'écriture, entre guillemets? Je me suis énormément amusé en écrivant L'année du rat, justement, en imaginant le futur, en posant un certain nombre de questions, en imaginant comment est-ce que le monde peut évoluer, comment est-ce que le mode de vie peut évoluer, quels peuvent être les gadgets, les technologies qui vont apparaître. Ça, c'était très, 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 très intéressant, très passionnant, et j'y ai pris beaucoup plus de plaisir que dans la reconstitution historique. Pourquoi c'était trop contraignant, la reconstitution historique? La peur d'avoir un historien qui vienne derrière en disant « Oh, monsieur Descott, à la page 152, vous dites que… » Non, je me suis beaucoup amusé aussi au cours de la documentation que j'ai effectuée pour les recherches que j'ai faites pour écrire Obscura. Mais il y a moins de fantaisie. J'ai bien aimé cette immersion dans le passé, dans cette fin du 19e siècle parisien, qui était une époque foisonnante, qui était une époque de toutes les révolutions industrielles, scientifiques, médicales, artistiques, avec l'impressionnisme. Donc c'était aussi passionnant, mais j'ai moins laissé libre cours à mon imagination. Là, c'était à peu près sans limite, si ce n'est les limites de la logique et de la cohérence, bien sûr. Donc tout à l'heure, tu nous parlais du génie humain avec Rien ne se perd, tout se transforme. Ta vision quand même de l'avenir est une vision assez pessimiste qui ressort quand même régulièrement dans tout ce qui peut être, pour ce que je connais en tout cas, un polar d'anticipation. Je trouve que c'est quand même un triste constat, non? D'abord, je suis pas exactement d'accord avec ça. Ce qui peut faire peur, c'est la vitesse à laquelle le monde évolue. Je trouve que ce premier trimestre 2011 est assez édifiant, avec le Japon, avec ce qui se passe dans les pays arabes. On est assez bouleversé, tout ça est très anxiogène. Mais l'homme est toujours capable de s'adapter. Et ce qui est compliqué, c'est quand les choses évoluent tellement vite qu'on a du mal à s'adapter. Mais on va finir par s'adapter à tout ça. D'autre part, ce livre, en effet, l'univers est relativement sombre. Il est pollué, il y a pas mal de brouillard un peu partout, il y a des caméras de surveillance. Donc on sent une certaine emprise de l'environnement sur l'individu, une certaine oppression peut-être. Et pourtant, je considère que ce livre est le moins sombre de tout ce que j'ai écrit. Ne serait-ce qu'à cause que grâce à la fin, je pense, qui malgré tout est assez heureuse. Il y a un certain espoir. Ils n'ont pas une vie sympa quand même, hein. Ils n'ont pas l'air très heureux de vivre dans ce livre. Non, mais ça peut être une... Il faut pas imaginer qu'il s'agit d'une descente sans fin. Ça peut être une phase dans l'histoire de l'humanité. Et puis, je ne prétends absolument pas... non, tu n'es pas Madame Irma. Donc, à cette période-là, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois la religion annihilée au profit des relations économiques, et je cite, pour un hédonisme terre à terre et le désir de vivre le plus longtemps possible. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Oui, parce que j'imagine que ce troisième conflit qui est en
en toile de fond du roman, qui a eu lieu, donc là on est en période post-conflictuelle, est un conflit religieux. L'humanité s'est écharpée autour de questions religieuses, et elle en ressort, après la guerre, sonnée et assez dégoûtée. Et donc, elle essaie de s'éloigner de cette religion, et ce qui peut l'aider à s'en éloigner, ce sont les progrès de la science qui permettent un allongement considérable de la durée de la vie. Donc à partir de ce moment-là, l'échéance finale paraît beaucoup plus éloignée, et on essaie, pour les privilégiés en tout cas, de profiter au maximum de la vie qui est plus longue. Alors justement, c'est intéressant tout ce travail sur la vie plus longue, parce qu'il y a une phrase très intéressante dans le roman qui dit ça donne un esprit de vieux dans un corps jeune, quoi. Et qu'on voit aujourd'hui, pour s'en faire de la basse démagogie ou toutes ces choses comme ça, mais tous ces vieux caciques qui s'accrochent au pouvoir et qui continuent toujours à nous gouverner, on peut se dire que ça se trouve, on aurait les mêmes gens au pouvoir, qui auraient l'air toujours jeunes, mais qui seraient restés figés sur des schémas de l'époque. Oui, on imagine possible de maintenir l'organisme de l'individu dans une certaine jeunesse. Je parle des organes, des muscles, de la souplesse, enfin de tout ce qu'on peut imaginer, mais l'esprit, il est lié à ce qu'on a vécu, à son expérience, et à moins de... Alors on pourrait essayer d'effacer des souvenirs pour conserver une certaine jeunesse, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'existence, on perd de sa fraîcheur, on perd de sa spontanéité. Il y a une certaine amertume qui peut se coller là-dessus, certaines désillusions qui contribuent à une certaine forme de vieillissement. Donc en effet, il y a la question de l'esprit de vieux dans un corps de jeune. Et cette phrase-là, je la mets dans la bouche d'un ancien champion sportif. Il a conservé, grâce à ces techniques de rajeunissement, un corps de jeune, il a conservé sa forme d'autrefois, mais il n'a plus l'ambition, il n'a plus la niaque qu'il avait jeune à l'époque où il était champion. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Et par rapport à toutes ces expérimentations, on voit des terroristes du mouvement pro-life qui tuent certains généticiens. Alors penses-tu que ces solutions extrêmes puissent être les seuls remparts contre ces apprentis sorciers, ou un encadrement avec la loi Voilà, quel est ton avis, toi, là-dessus? On est entre nous. J'approuverai pas le recours à l'assassinat, mais je pense qu'il y aura des lois, il y a déjà des lois qui tendent à limiter les expérimentations en termes de génétique. Mais je pense qu'à partir du moment où l'homme est capable de faire quelque chose, consistant en une certaine forme de pouvoir, rien ne l'empêchera de faire cette chose. S'il est capable de jouer les démiurges, aucune loi ne l'en empêchera. Donc il faut en être conscient. C'est bien ce qui est angoissant. Si je dis que la fin du roman fait assez Luke Skywalker, est-ce que j'en dévoile trop? Est-ce que tu avais ça en tête? Voilà, comment on peut en parler un petit peu sans dévoiler la fin au lecteur qui, bien évidemment, se doit de lire ce livre? Luke Skywalker, Star Wars, c'est une référence assez magique, mais je dois dire qu'à aucun moment, en écrivant ce livre, j'ai pensé à la guerre des étoiles, et par conséquent, c'est parce que tu m'en parles que je vois un vague rapport. Mais je ne peux pas tellement en dire plus. Non, on n'en dit pas plus. Voilà. Donc, le livre là vient de sortir. Tu entames une période de tournée mondiale de signature aux quatre coins de la planète. Une période de repos bien méritée. La dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais parlé d'un voyage en Inde pour aller écrire un livre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel va être l'avenir pour nous, lecteurs, fans de Régis Descotes? Alors je suis en effet parti en Inde dans le cadre d'une mission Stendhal, 2 mois à l'automne dernier, pour écrire la suite de l'année du rat. Alors je suis rentré début décembre et je ne m'y suis pas encore mis. C'était un voyage fabuleux, je dois dire, mais ça ne se digère pas en quelques jours, en quelques semaines. Mais là je commence à
je vais m'y mettre. Je pense m'y mettre dans les tout prochains jours. Il y a un temple dédié au rat en Inde. Au Rajasthan, oui, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai voulu aller en Inde. Parce qu'évidemment, donc, pour écrire l'année du rat, je me suis pas mal documenté sur l'animal. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence de perception qu'on en a en Occident et en Orient. Ici, il est considéré essentiellement comme un nuisible, au mieux comme un auxiliaire de la science qui permet certaines expérimentations. Tandis que c'est comme le vecteur de la peste ici, tandis qu'en Asie, que ce soit en Inde, en Chine, au Japon, il est considéré comme un animal très très positif. Et ça m'a intéressé. Auxiliaire de la science à son corps défendant quand même. Hein, à son corps défendant, oui. Si on regarde ta bibliographie, on voit un livre tous les 2 ans, donc c'est une belle régularité. Ça a l'air d'être ton rythme de publication. Donc justement, comment tu travailles ça entre la période de documentation? Parce que tu es quelqu'un qui aime bien chercher de la documentation, même pour ce livre-là qui est un thriller futuriste. Ben, tu expliquais aussi que tu avais cherché de la documentation. Donc voilà, comment tu répartis le temps entre la documentation, l'écriture, le travail éditorial? Au départ, j'ai eu une idée. Et en effet, j'ai besoin de me documenter pour asseoir l'univers. Et cette période de documentation me permet aussi d'apporter de nouvelles idées. Donc l'un et l'autre se nourrissent. Et ça me permet ensuite de faire un plan. Donc cette période de documentation, elle a été très longue pour Obscura, 6 mois, entre la documentation et la conception du plan, de l'intrigue. Pour l'année du rat, c'était beaucoup plus court, évidemment, entre 1 et 2 mois. Et à partir de là, je peux me mettre à écrire. J'écris assez vite. Il me faut 4-5 mois pour écrire un livre comme ça. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est le travail de correction derrière, qui peut prendre quasiment autant de temps que celui de l'écriture. Donc, l'un dans l'autre, il me faut grosso modo 1 an pour écrire un roman. Sachant qu'il y a une période de maturation qui est importante. Et puis, donc, entre-temps, je fais d'autres choses, des travaux d'écriture. Bon bah là, tu nous as dit que tu avais fait le voyage en Inde pour préparer la suite. Tu nous expliques que tu vas commencer à l'écrire. On est en 2011, donc on peut raisonnablement penser qu'on aura le prochain en 2013, quoi. Oui, 2013. Pourquoi pas fin 2012, on verra. Ah, ça serait notre cadeau de Noël. Et pour terminer, le cinéma, je sais que tu as eu des touches par rapport à tes précédents livres, Pavillon 38, Obscura. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ou est-ce que... Alors c'est une longue histoire, le cinéma. Hein. C'est la grande différence entre l'adaptation d'un roman au cinéma et l'écriture d'un roman, c'est que pour le roman, on est seul. Je suis vraiment maître à bord. Alors que pour le cinéma... Il y a du monde, ça coûte cher, donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Mais cela dit, donc, j'ai un producteur qui en effet s'est intéressé à Pavillon 38, donc il a acquis les droits, et qui semble très 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 déterminé. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'il a les droits, mais il semble plus déterminé que jamais. Il y a eu un premier scénario qui ne lui a pas donné satisfaction. Là, il fait appel à une autre scénariste pour en écrire une nouvelle mouture. Et ce que j'ai lu jusqu'à présent me semble très intéressant. Quant à Obscura, il y a un réalisateur belge qui est tombé amoureux du roman et qui veut absolument l'adapter. Donc c'est une autre démarche. Il ne s'agit pas d'un producteur mais d'un réalisateur. Et on est en train de travailler sur la question. Et puis là, c'est encore plus cher. Là, c'est le film d'époque, reconstitution historique. A priori, oui, a priori plus cher, mais le réalisateur en question a l'air assez futé, donc il y a peut-être des solutions. Merveilleux. Eh bien, merci Régis Descottes, et je vous incite donc tous à lire l'année du rat. Merci à toi. Au revoir. À bientôt.